Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau studio de Récréazoom à Montlé. Aujourd'hui, nous avons Chloé, Gabin et Chloé qui vont vous présenter une émission où ils vont accueillir aujourd'hui Monsieur le Préfet. Bonjour les enfants. Bonjour. Donc vous avez souhaité inviter Monsieur le Préfet afin de pouvoir parler de l'état d'urgence. Donc on n'a plus qu'à l'attendre. Ah! Bonjour. Monsieur le Préfet, bonjour. Bonjour. Donc on va lancer le jingle afin de présenter votre portrait. D'accord. Donc Gabin, c'est à toi que vous posez la première question. Comment vous appelez-vous? Gilbert Payette. Chloé? Alors toi, tu lui as demandé quoi, Monsieur le Préfet? C'était ce qu'il faisait comme... Pardon, Quel est votre métier? Mon métier, je suis préfet. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est comme métier? Non, pas vraiment. Ah non, c'est pour ça que tu lui as posé la question, hein, pour qu'on puisse t'expliquer un petit peu mieux. Hein. Alors, comment expliquer ça? Dans chaque commune, la population, des parents en particulier, élisent ce qu'on appelle un maire. Et donc, il y a des élus qui représentent la population et qui gèrent les affaires de la commune. Au niveau du département, il y a un président d'un conseil départemental et il y a aussi des personnes qui sont élues pour représenter la Saône-et-Loire. Mais dans le département de la Saône-et-Loire, l'État, c'est-à-dire le gouvernement, a également quelqu'un qui est là pour représenter l'État, pour défendre l'ordre, la sécurité, pour veiller à ce que sur tout le territoire français, il y ait les mêmes politiques qui soient appliquées, et c'est le rôle qui est le mien dans ce département-là. Est-ce que vous comprenez, les enfants, ce que ça veut dire les politiques? Oui. C'est quoi? On peut le résumer comment? On peut dire que c'est... Vous avez une idée? Pas trop, hein. On peut dire que c'est que toutes les décisions de l'État soient respectées, en fait, dans tous les départements. Ça vous convient comme définition? C'est un peu schématisé, mais... Par exemple, la santé, c'est une politique. Comment faire en sorte que les habitants trouvent des médecins, des services d'urgence, que des pompiers soient organisés pour pouvoir intervenir quand il y a des problèmes, comment faire en sorte que la santé de la population est préservée. Et il y a une politique qui est celle de la sécurité. Comment faire en sorte que les gens puissent aller, venir, circuler librement et aussi sans que leur sécurité soit menacée, leurs biens ne soient menacés, donc lutter contre les agressions, les cambriolages et toutes les violations de la loi, ce qui nous ramène aussi à la question des attentats et de l'état d'urgence. Comment fonctionne votre métier? Quelles sont vos missions? Alors, quelles sont mes missions? Principalement, je dirais qu'il y a 3 grandes missions. La première, c'est la sécurité. Et je le fais comment? Au moins une fois par semaine, et en ce moment presque chaque jour, j'ai des réunions, des échanges avec la police, la gendarmerie, parfois aussi les procureurs de la République, puisque c'est la justice, on doit travailler avec la justice, on va peut-être y revenir. Donc tous les jours, ou presque, on a maintenant des échanges pour examiner quels sont les problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Comment s'adapter s'il y a eu par exemple 3, 4, 5 cambriolages dans telle commune? Qu'est-ce qu'on prend comme mesure pour essayer de surveiller davantage? On a connu il n'y a pas longtemps sur Mâcon par exemple beaucoup de voitures qui ont volé. Quels moyens on mobilise? Comment on essaye de faire en sorte que, en plus de chercher à identifier les auteurs, et la police a identifié une quinzaine d'auteurs, on met
sur place les moyens, les véhicules, les patrouilles pour éviter que ça se renouvelle. Donc il y a un grand domaine qui est la sécurité. C'est à la fois la sécurité publique, mais c'est aussi la sécurité, par exemple, qu'on appelle civile, avec les accidents de la circulation, avec la question des incendies dans les habitations, comment assurer la sécurité de la population. Ça, c'est une grande politique. Après, il y a une deuxième très très grande politique, c'est tout ce qui concerne l'emploi, l'activité économique. Comment faire en sorte qu'il y a moins de chômeurs. Comment faire en sorte, lorsqu'il y a des chômeurs, qu'ils puissent être indemnisés et puis ils puissent être accompagnés pour retrouver un travail. Et le troisième grand domaine en termes de politique, c'est plutôt la lutte contre la pauvreté. Comment venir en aide à ceux qui effectivement n'ont pas de travail ou ne peuvent plus travailler et comment faire en sorte qu'ils puissent néanmoins vivre dans des conditions décentes. Vous, Chloé ? Il y a pas ? Depuis combien de temps faites-vous ce métier? Alors, depuis 30 ans, mais je suis dans ce département comme préfet depuis le mois de mars, c'est-à-dire depuis maintenant un peu moins de 9 mois. D'accord. Vous avez commencé à être préfet il y a... J'ai été préfet la première fois, c'était en 2005, il y a 10 ans. C'était en Corse. Avant, j'étais, comme on dit, sous-préfet. Avant d'être préfet, on est sous-préfet. Il y a une équipe qui travaille avec le préfet. Dans le département, par exemple, on a 6 sous-préfets en tout qui travaillent soit dans les arrondissements, à Mâcon, à Louhans, à Autun, à Charolles, à Chalon-sur-Saône, ou alors qui travaillent donc auprès du préfet à la préfecture. Vous, la préfecture, là-dedans ? Est-ce que tu vois où elle est? Non. Elle est à Mâcon. Vous allez faire ce week-end? T'avais une question à poser? Ouais, Chloé, tu voulais demander. Est-ce que vous vouliez faire ce métier? Alors, c'est un peu particulier. J'ai voulu, quand j'étais petit, d'abord être maire, puis être député. Et à 9 ans, j'ai voulu faire ce métier. Voilà. Et finalement, j'ai réussi à le faire. Vous avez réussi à faire ce que vous voulez faire quand vous étiez petit? Exactement. Exactement. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Qu'est-ce que j'aime dans mon métier? Alors d'abord, sans doute, l'impression d'être utile. Et j'espère que ce n'est pas qu'une impression. C'est-à-dire se sentir responsable d'un territoire, de personnes, et se dire qu'on travaille pour ce territoire, en l'espèce le département de Saône-et-Loire, pour les gens qui l'habitent, et ceci dans un très grand nombre de domaines, et pas seulement dans un aspect, c'est pas seulement par exemple s'occuper de transport, s'occuper d'entreprise, s'occuper de police, s'occuper de gendarmerie. Et donc c'est aussi la grande diversité, le fait que dans une journée on fait 50 choses différentes et on fait rarement de choses identiques 2 jours de suite. Voilà. Le fait d'avoir des choses très variées. D'accord. Maintenant qu'on vous connaît un petit peu plus, on va prendre un moment pour la deuxième partie de l'émission qui concerne un peu plus l'actualité. C'est quoi un état d'urgence? C'est quoi un état d'urgence? Comme vous le savez, le 13 novembre, le pays a vécu des attentats extrêmement graves. Il y a donc des terroristes qui ont tué beaucoup de personnes, 130 personnes qui ont été tuées à Paris, à Saint-Denis, beaucoup de personnes blessées également. Et le gouvernement, le président de la République et le gouvernement ont donc pensé que dans ce contexte-là, dans cette situation, il fallait prendre des mesures exceptionnelles pour améliorer notre efficacité dans la recherche finalement de solutions pour éviter que ça ne se renouvelle. Je vais citer des exemples extrêmement concrets.
On a, en France, comme partout dans le monde, des personnes qui appartiennent à un mouvement qui estime effectivement qui apporte un soutien à des terroristes, notamment en Syrie ou en Irak, et qui sont prêts à utiliser la force, la peur pour défendre leur cause. Ces personnes-là, dans une situation normale, quand il n'y a pas d'état d'urgence, si par exemple, toi tu es juge, tu ne peux aller faire une perquisition chez ces personnes que si tu as déjà les éléments montrant que la personne a déjà commencé à faire quelque chose. Tant qu'on n'a pas ces éléments de preuve, tant que la police n'a pas réuni les éléments permettant de prouver que, indépendamment d'une orientation, la personne a agi, on ne peut pas aller perquisitionner, on ne peut pas aller placer la personne en garde à vue. Avec l'état d'urgence, ah oui, c'est vrai, en garde à vue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre la personne et l'emmener à la police ou à la gendarmerie pour lui poser des questions sur ce qu'elle fait, d'où viennent ses revenus, quels ont été ses agissements dans la période récente. Avec l'état d'urgence, la loi permet au préfet d'ordonner une perquisition. Donc les policiers ou les gendarmes vont aller chez la personne et on va pouvoir regarder ce qu'il y a dans l'appartement. Alors évidemment, on va pouvoir saisir, si jamais on y trouve des armes, de la drogue, de l'argent dont l'origine n'est pas prouvée. On va pouvoir aussi avoir un accès à ces ordinateurs, ce qui permettra de savoir si la personne, par exemple, consulte des sites qui sont des sites particulièrement violents. Et donc l'état d'urgence vise à donner aux services de l'État et principalement à la police et à la gendarmerie des moyens supplémentaires par rapport à ce qu'ils ont de manière ordinaire. Ça permet aussi, donc, il y a la perquisition, et ça permet aussi d'assigner à résidence quelqu'un. Ça veut dire, je vais prendre des exemples très concrets, on soupçonne quelqu'un de vouloir partir en Syrie ou en Irak, on va lui dire, vous ne pouvez pas quitter votre ville, et pour être sûr que vous ne quittez pas votre ville, vous vous présenterez tous les jours, ça peut être un peu moins, mais souvent tous les jours, une fois, deux fois, au maximum 3 fois, ce qui est très contraignant, ça veut dire que c'est le matin, le midi, le soir, dans un commissariat ou à la gendarmerie, pour être sûr que la personne est bien là. Et le jour où la personne ne respecte pas ce rendez-vous, on sait tout de suite que la personne, entre guillemets, a disparu dans la nature et ça permet de réagir très vite. L'état d'urgence permet donc des mesures comme cela. Cela permet aussi, mais on ne l'a pas fait dans le département, d'ordonner par exemple que toutes les armes soient remises à la police ou à la gendarmerie. C'est une mesure qui est également possible. Chloé, tu voulais demander autre chose à monsieur le préfet? Quelles interventions faites-vous? En dehors des perquisitions? C'est ça? C'est pas grave, on posera le truc d'après. Quelle est la question? C'était, vas-y, redis-le. Quelles interventions faites-vous? Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, d'abord, je réunis les services pour qu'on échange des informations de manière à voir si on estime que certaines informations sont fiables, si on estime qu'une information est bonne, comment est-ce qu'on la traite, en sachant que dans le traitement des informations, il y a quand même beaucoup aussi d'actions de prévention, c'est-à-dire qu'on a notamment des jeunes, parfois de très jeunes, qui à un moment peuvent commencer à trouver de l'intérêt à aller sur des sites ou qui à un moment, pour des raisons diverses, peuvent être intéressés par ce qui se passe en Syrie ou en Irak et disent que j'aimerais bien y aller, moi aussi. Et le but dans ce cas-là, c'est de dire comment éviter que ça se passe.
Et c'est là où on voit que si le préfet a une action, si les services de police ou de gendarmerie doivent faire quelque chose, tout le monde est concerné par ça. Les écoles, évidemment, mais en dehors des écoles, les collègues, les jeunes, les camarades, les gens qui sont en contact. Tiens, pas plus tard que ce matin, il y a quelqu'un qui est en contact avec une jeune fille sur Facebook et qui nous a informé que l'intéressée a dit qu'elle voulait partir en Syrie pour faire la guerre en Syrie. Et c'est une vraie responsabilité de chacun d'essayer d'identifier ce genre de déclaration pour essayer de voir est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent dire je veux partir en Syrie. Sur 100 personnes qui le disent, c'est sérieux dans moins de 10% des cas. Donc c'est de réunir le maximum d'informations et de définir chaque fois qu'est-ce qu'on fait de cette information. Est-ce qu'on prévient l'entourage? Est-ce qu'on prévient le corps enseignant? Est-ce qu'on prévient les élus? Est-ce qu'on va faire une perquisition administrative? Dans un certain nombre de cas, ça doit être fait. Donc, un, se renseigner, et deux, arrêter les décisions. Par exemple, un ordre de perquisition, par exemple, une assignation à résidence, et dans un certain nombre de cas, tout simplement, de poursuivre la surveillance des intéressés, et aussi, dans certains cas, pourquoi pas considérer qu'on n'a aucun élément qui a été trouvé, et donc, on arrête finalement de s'intéresser à la personne. C'est bon, ouais, tu comprends? Oui. Ouais. C'est un peu compliqué quand même. C'est pas facile. Combien de temps ça va durer? Alors, dans un premier temps, le gouvernement a décrété, comme on dit, a décidé qu'il y avait état d'urgence pendant 12 jours. Puis, le Parlement, le 20 novembre, a prolongé de 3 mois l'état d'urgence. Donc, à l'heure actuelle, l'état d'urgence doit s'arrêter le 19 février 2016. Voilà. Mais, le Parlement peut décider de prolonger encore l'état d'urgence. Ça va dépendre, effectivement, des éléments, enfin, qu'est-ce qui va se passer, personne n'est capable de dire ce qui va se passer en janvier, en février prochain, et donc le Parlement, les députés et sénateurs donc, vont se réunir, et le gouvernement va leur proposer ou d'arrêter, auquel cas il n'y a pas besoin d'un texte, ou alors de prolonger encore l'état d'urgence. Il y a une solution qui est aussi possible, je ne dis pas qu'elle est probable, c'est de prolonger l'état d'urgence, mais avec des mesures beaucoup moins importantes. C'est possible aussi. Et Gabin? Qu'est-ce que ça change pour nous? L'état d'urgence, pour l'immense majorité de la population, rien. Maintenant, pour certaines personnes, et ces personnes, il faut le dire, ne sont pas des criminels ou des délinquants. Ce sont des personnes souvent qui sont en relation avec des individus pour lesquels on a des raisons sérieuses de penser que eux, ils appartiennent effectivement à un mouvement. Et lorsqu'on va chez des personnes, c'est pour plusieurs raisons. Ça peut être parce qu'on soupçonne directement la personne, mais ça aussi parce que cette personne, compte tenu de ses relations, peut avoir chez elle des éléments d'information ou d'autres éléments qui peuvent nous intéresser. Pour l'immense majorité de la population, aujourd'hui, l'état d'urgence ne change rien. En revanche, en plus de l'état d'urgence, on est depuis déjà plusieurs années, et ça a été un peu renforcé encore actuellement, dans ce qu'on appelle Vigipirate. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre plus de moyens pour protéger les personnes quand elles vont dans des manifestations sportives, quand elles vont faire leurs courses, quand elles sont dans les trains. Et on demande également à ces personnes-là d'être un peu plus vigilantes. Et pour donner quelques exemples là encore, lorsque on va faire ses courses aujourd'hui, ça arrive plus souvent qu'hier qu'on ait quelqu'un à l'entrée du magasin qui demande, par exemple, à voir ce qu'il y a dans un sac. C'est pareil dans les gares, c'est pareil aussi dans les salles de spectacle, et donc on a un certain nombre de mesures de contrôle supplémentaires
Et même dans les écoles, on est actuellement en train de réfléchir avec tous les enseignants, avec les responsables des écoles, pour voir comment améliorer la sécurité des écoles. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Chloé? Oui, moi, au salon gastronomique à Mâcon, il y avait une personne qui regardait si on n'avait pas des armes dans les sacs ou sur nous. Il disait qu'il fallait qu'on montre si on avait une veste, parce qu'on n'avait rien, on ne pouvait pas. Ouais. Et il vérifiait dans les sacs s'il y avait rien. Voilà, c'est l'exemple typique parce que s'il y a des bombes après. Voilà, on est dans une période où on doit faire un peu plus attention, on doit prendre des mesures, contrôler davantage les gens. Ça n'est pas une mesure très grave, mais c'est vrai que c'est un changement. À chaque fois qu'il y a un attentat, vous faites ça ou... Pardon, c'est... À chaque fois qu'il se passe quelque chose Qu'il y a un attentat? Oui, à chaque fois qu'il y a un attentat ou... C'est quand il se passe un attentat, et même sans attentat, c'est-à-dire que, en principe, cette mesure-là aurait dû déjà être en vigueur avant les attentats du 13 novembre. Avec les attentats, ça a amené les personnes, c'est que le problème, c'est qu'évidemment, toutes les mesures de sécurité, ça représente de l'argent, ça coûte cher. Et les mesures de sécurité, ça représente des contraintes. Je prends l'exemple des écoles. On peut comprendre qu'on veuille ouvrir les écoles, faire en sorte que les écoles soient un milieu ouvert dans lequel les parents entrent relativement librement, en tout cas à certains moments. Et c'est une volonté qui est tout à fait normale. Mais dans des circonstances exceptionnelles, on est amené à revoir finalement notre manière de faire et à se dire qu'on ne pourra plus. Alors c'est vrai que c'est une vraie gêne pour tout le monde, c'est une gêne pour les enseignants d'ailleurs, parce que le contact avec les parents est aussi un élément extrêmement important dans l'éducation. Mais on est obligé de le faire quand même, et c'est vrai que quand on a des attentats aussi graves que ceux du 13 novembre, ce qu'on n'avait pas voulu faire avant, là on se dit qu'on n'a plus le choix. Et les attentats du 13 novembre, il y avait 2 policiers dans la salle de spectacle et ils n'avaient pas leurs armes sur eux. Et est-ce que maintenant tous les policiers qui seront en civil, ils vont avoir leurs armes sur eux? Alors c'est un sujet beaucoup plus compliqué qu'on ne croit. Il faut savoir que par définition, une arme, c'est un danger. C'est un danger pour le policier, pour sa famille, pour ses enfants, pour les personnes qui sont autour. On a vu de nombreux accidents parce qu'un enfant d'un policier découvre une arme, joue avec, tue son frère ou sa sœur, tue un voisin. On a vu des accidents dans lesquels, là ce ne sont pas des accidents, mais aussi des drames dans lesquels un policier ou un gendarme, parce qu'il a des problèmes personnels, parce que ça ne va plus dans son couple, le fait d'avoir une arme à la maison, disponible en permanence, c'est un danger réel. C'est pour cela que les policiers, les gendarmes reçoivent une formation extrêmement poussée. Et c'est aussi pour cela que la décision avait été prise de ne pas laisser se généraliser, il y a des exceptions, mais la tendance était effectivement plutôt à considérer que le policier a une arme, il l'a avec lui en service. Quand il n'est plus en service, l'arme est rangée dans un coffre. Là, effectivement, la décision a été prise de revenir là-dessus, mais ce n'est pas une décision générale. C'est à chaque fois le chef d'un policier ou d'un gendarme qui va considérer que la personne peut porter une arme et la porter en permanence, notamment lorsqu'il circule en ville et notamment lorsque il ou elle rentre chez lui ou chez elle. Mais derrière cette décision, il y a aussi régulièrement la décision, quand la personne ne va pas bien, de dire
eh ben, on remet l'arme finalement dans un coffre-fort. Parce que, une fois de plus, par définition, ces objets-là sont dangereux. Il y a un chiffre qu'on peut quand même rappeler, il y a plus de policiers et de gendarmes, encore aujourd'hui, qui décèdent dans des accidents ou à la suite de suicides chaque année, que dans le cadre d'agressions. Ceci pour bien montrer qu'une arme, c'est un objet qui est dangereux en soi. Ça répond à ta question, Gabin? Oui. Bah, du coup, en fait, avec tout ce que monsieur le préfet a dit, il a répondu un petit peu à la question que Chloé voulait poser. On ne va pas lui demander de nous redire la même chose. Mais peut-être qu'on peut enchaîner avec ta question, Chloé. Combien de personnes sont sous vos ordres lors des interventions? Combien de personnes sont Sous vos ordres lors des interventions? Alors, moi je donne donc à la police ou à la gendarmerie les ordres de perquisition. Normalement, ce n'est pas moi qui décide comment la perquisition va être opérée. Il y a un échange avec la police ou la gendarmerie parce que la perquisition peut être faite de manière extrêmement variable. On a des cas dans lesquels, en plein jour, au milieu de l'après-midi, avec une équipe extrêmement faible, on va sonner chez quelqu'un, on attend que la personne ouvre, et on a une discussion dans un cas comme cela, parce qu'on connaît la personne, on connaît l'environnement, et on sait que les risques sont extrêmement faibles. On a d'autres cas dans lesquels on ne sait pas, finalement, ce qu'on va trouver. Et là, on a une intervention qui est la plus fréquente en termes de perquisition, où on a 10 à 15 personnes. Pourquoi autant ? Parce que arriver avec beaucoup de gens est un élément, c'est vrai, qui peut un peu impressionner, mais qui est un élément quelque part qui calme aussi beaucoup. Quand vous avez affaire à une personne ou à deux personnes, vous pouvez être plus facilement porté à vous énerver que lorsque vous savez que de toute façon, la force n'est pas de votre côté. Deuxièmement, lorsqu'on fait ces perquisitions, on est obligé aussi de munir les policiers et les gendarmes d'un minimum de moyens de protection. On doit aussi penser à leur sécurité. Et donc, les opérations varient quand même beaucoup, mais c'est souvent une dizaine de policiers ou de gendarmes qui interviennent, ce qui permet aussi d'ailleurs de faire durer la perquisition, je dirais, moins longtemps. Il faut bien voir qu'une perquisition, c'est pas j'entre, je dis bonjour, et après je dis au revoir. Perquisitionner, ça veut dire passer toutes les pièces en revue pour regarder ce qu'on va y trouver. Donc, si vous êtes que deux pour faire une perquisition dans une maison, vous allez mettre 3-4 heures. Si vous êtes 10, vous allez diviser par 3 ou 4 déjà le temps nécessaire, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Ce qui est également difficile, c'est que on a dans les perquisitions qui ont été faites dans le département, trouvé de la drogue, trouvé des espèces, y compris des billets de 200 ou de 500 euros, et trouvé quelques armes. Les espèces en quantité et la drogue, ça ne se trouve pas sur la table basse. Généralement, c'est caché. Et toute la difficulté, et c'est tout le savoir-faire aussi des policiers et des gendarmes, c'est de savoir comment concilier une perquisition qui se passe dans des conditions notamment humaines qui restent raisonnables, notamment dans des appartements dans lesquels il peut y avoir des personnes âgées, des enfants, etc., et néanmoins des résultats. S'agissant des stupéfiants, de la drogue, c'est vrai que la présence d'un chien facilite beaucoup les choses parce que le chien, lui, il va tout de suite savoir où il faut aller la chercher. Quand vous êtes en état d'urgence, vous prenez des policiers que de Saône-et-Loire ou d'ailleurs? Alors, quelles que soient les situations, état d'urgence ou pas, et je vais donner l'exemple d'ailleurs de ce qui s'est passé là encore à Mâcon.
il y a quelques mois de cela, on va dire quelques semaines, c'était au mois d'octobre, où il y a eu plusieurs nuits de suite des véhicules qui ont brûlé. On commence évidemment par travailler avec les policiers de Mâcon. Puis on constate qu'on aurait bien besoin de moyens supplémentaires. Donc on fait venir à ce moment-là des policiers de Châlons ou alors du Creusot ou du Monceau. Puis là on est toujours dans le département. Et puis on se dit à un moment que, bon, ça fait 4-5 jours qu'on le fait, ces policiers qu'on met au travail toutes les nuits, à un moment ils ont besoin de repos aussi. Ou alors on estime qu'il vaudrait mieux avoir encore plus de moyens supplémentaires, et là on demande des moyens qui viennent d'ailleurs. Ça peut être ce qu'on appelle des CRS, les compagnies républicaines de sécurité, des gendarmes mobiles, ou alors des policiers. Dans le cas de Mâcon, on a fait venir effectivement des policiers qui travaillaient comme les policiers de Mâcon, qui venaient de Lyon, et ils sont venus travailler. Ça s'est passé juste de nuit, parce qu'on arrivait à la fin du phénomène, et donc pendant 2 nuits, il y a eu des renforts qui sont venus de Lyon. Donc on commence par faire avec nos moyens, mais dès qu'on a affaire à quelque chose d'un peu trop important, on peut mobiliser des moyens qui viennent effectivement de beaucoup plus loin. Ah, ça peut être beaucoup plus loin et pas très près. Alors là, ça peut être, par exemple, dans le Saône-et-Loire, ça peut être de là, et ça peut être aussi le département de Paris, je sais pas. Ça peut aussi, c'est-à-dire que là, c'était des policiers, donc ils venaient vraiment d'assez près. Mais si on prend l'exemple des CRS ou des gendarmes mobiles, ils peuvent venir de centaines de kilomètres. C'est-à-dire qu'on a par exemple une unité qui est à Châlons, mais une nuit donnée, cette unité, et d'ailleurs lorsqu'il y a eu les attentats du 13 novembre, elle a été immédiatement appelée à Paris. Voilà. Ce qui veut dire que s'il s'était passé quelque chose cette nuit-là ou le lendemain chez nous, on aurait fait appel à des moyens qui seraient venus de Lyon, de Dijon ou de Metz, mais donc qui peuvent venir de beaucoup plus loin. Tout ça pour notre sécurité à tous. Est-ce que du coup, là, on a posé toutes les questions que vous aviez prévues pour aujourd'hui. Est-ce que du coup, vous avez encore des questions? Est-ce que Monsieur le Préfet a répondu à toutes vos questions, vos interrogations? Moi, j'ai une question. Bah, vas-y, Chloé, si tu veux. Il y a qu'un préfet dans toute la France ou il y en a plusieurs Non, dans chaque département? On a un préfet dans chaque département. Ah, oui. On a en plus un préfet au niveau de la région. Ici, la capitale régionale, c'est Dijon. Mais ce préfet-là, il est en même temps préfet du département de la Côte d'Or. Donc ça ne fait pas des préfets en plus. Donc il y a un dans chaque département. Et il y a combien de départements? En Bourgogne? Ouais. Et sur toute la Voilà. France? En Bourgogne, il y en a 4. Sur la France, comme on dit, métropolitaine, ça en fait 96. Et 100 avec... Je vais dire 95. Ouais. Voilà. 95, mais il y a les 2 Corses. Ouais. Voilà. Est-ce que du coup vous êtes plus rassurés? Parce qu'en fait, quand on a donc abordé avec les donc tout le groupe, hein, là vous avez les journalistes, vous avez aussi tous les caméramans qu'on voit pas là, mais ils ont voulu aborder les attentats. Ce qui ressortait beaucoup dans le discours des enfants, c'était des inquiétudes. Ils se posaient plein de questions, c'est quoi l'état d'urgence, etc. Donc là vous avez répondu à tout ça. Du coup là les enfants, est-ce que vous êtes toujours aussi inquiets? Non, ça va. Bon. Est-ce que vous avez tout compris? J'ai une question. Oui. Ouais, je pense qu'on reprendra du temps après pour expliquer à partir de la petite vidéo que vous pourrez voir donc, du coup, sur le site du CECL. Et si vous n'avez plus de questions, les enfants, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à vous remercier. C'est moi qui vous remercie. Et puis à vous dire au revoir. Alors, au revoir. Et je découvrirai ça donc sur le site dès ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Alors, les enfants, donc on a eu monsieur le préfet qui vous a expliqué beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez pu retenir? Qu'est-ce qui... Alors, vas-y, Yama. J'ai retenu qu'il y avait 96 préfets dans toute la France. Non, il y a 96 départements. Ouais. Et il y a combien de préfets par département? Ah, mais ils ont des départements. Donc du coup, il y a combien de préfets? 96. On a plus. Et que ça faisait 30 ans qu'il était dans le métier de préfet, de sous-préfet. Il a été sous-préfet et après préfet, ouais. Et qu'à l'âge de 9 ans, il a commencé à vouloir faire préfet. C'est ça. Ça fait longtemps que vous voulez faire ce métier-là. D'accord. Qu'il avait comme Gabin et qu'il a été aussi préfet à Mâcon au mois de mars. Ouais, ça fait pas longtemps qu'il est préfet. D'accord. Et par rapport à l'état d'urgence, vous aviez plein de questions quand on en avait discuté ensemble. Est-ce que là, du coup, vous avez toutes vos réponses? Vous y voyez plus clair? Oui. Ouais. Ça y est, vous avez tout compris? Qu'il prennent... il prend déjà des policiers, des policiers déjà de la Saône-et-Loire. Et après, ils vont en chercher d'ailleurs. Et quand il y a besoin, il peut aller en chercher ailleurs. Mais il y a les policiers et les gendarmes, hein, c'est toutes les forces de l'ordre. Et toi, Chloé, est-ce que c'était compliqué, tout ce que tu as entendu? Un petit peu. Et est-ce que il y a des choses que tu as retenues, que tu as comprises? Ou tu as encore des questions? T'as pas d'autres questions. Bon. Eh bien écoutez, l'émission se termine ici. Nous vous remercions de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.